l'Université Laval, le syndicat des professeurs de l'Université Laval et l'Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures sont fiers de vous présenter les meilleurs moments d'une conférence enregistrée à l'Université Laval le 11 novembre 1998. Les intellectuels dans la cité, l'exercice de la vigilance critique au Québec et au Canada. 3 invités vous proposent leur réflexion. Daniel Jacques, philosophe et professeur de philosophie au Cégep François-Xavier Garneau. Guy Laforêt, politologue, professeur titulaire et directeur du département des sciences politiques à l'Université Laval. Et Jocelyn Letourneau, historien, professeur titulaire au département d'histoire de l'Université Laval et directeur du CELA. J'ai accepté de venir à cette rencontre sur la place de l'intellectuel dans la cité parce que je suis directeur de la revue Argument et que c'est le premier numéro qui paraît aujourd'hui et qui m'a semblé important de signifier un peu ce que nous voulions réaliser à travers ce projet-là. Alors, comme toutes les revues, celles qui nous ont précédées comme celles qui viendront, au fond, on essaie d'incarner une certaine posture intellectuelle, une certaine manière de reprendre sur soi ce que ça signifie être intellectuel aujourd'hui. Et l'essentiel de ma conférence je vais tenter simplement d'illustrer en quelque sorte ce que, pour ma part, je considère être la situation qui est la nôtre en tant qu'intellectuel et la tâche qui nous revient. Il sera question au cours de cette rencontre du rôle de l'intellectuel dans la société d'aujourd'hui, plus exactement de la tâche qui lui incombe au sein de l'espace politique que nous partageons. Toute tentative pour définir une telle tâche constitue, pour chaque génération, une entreprise tout à la fois difficile et incontournable. Difficile d'abord, car elle présuppose que l'on puisse se départir de ses propres naïvetés. Incontournable, d'autre part, puisqu'il s'agit chaque fois de proposer un espace de discours commun. Aucune génération n'a pu répondre à la question qui nous est posée sans procéder à une appropriation du futur. Comment, en effet, pourrions-nous départager ce qui est souhaitable de ce qui ne l'est pas, sans proposer comme critère une certaine représentation de la société qui soit aussi un idéal? En d'autres temps, en d'autres lieux, on a jugé de la valeur des choses humaines à partir du passé, de la tradition ou de la coutume. S'il nous faut toujours aujourd'hui tenir compte de l'expérience passée afin de distinguer le souhaitable de son contraire, il semble toutefois que cela ne suffise plus. Pour éclairer cet aspect essentiel de notre situation, j'aimerais citer une phrase de Valéry tirée de sa Politique de l'esprit. « Nous ne pouvons plus, écrivait celui-ci au début du siècle, déduire du passé quelque image de l'avenir, puisque nous avons en quelques années forgé un État dont les traits les plus remarquables sont sans précédent et sans exemple. » En formulant cette pensée, Valéry n'a fait que reprendre à son compte une opinion qui traverse tout le siècle précédent. Il donne forme à un sentiment commun apparu au lendemain de la Révolution française. Assumer la tâche qui revient à l'intellectuel, c'est donc toujours et chaque fois tenter d'appréhender un futur qui ne dérive apparemment d'aucun passé. Afin de poser la question de la vigilance du Québec et au Canada, il faut par conséquent se demander quel avenir est aujourd'hui désirable. D'une certaine manière, l'intellectuel est toujours prophète, chez lui ou ailleurs, qu'importe, toujours annonciateur d'un certain avenir pour la communauté. Dès lors qu'une telle entreprise est dénoncée au nom des dérives qu'elle a suscitées durant le siècle, la posture de l'intellectuel paraît à certains désuète. Je crois qu'il est important de réfléchir à ce malaise qui entoure actuellement le projet de l'intellectuel. Ce faisant, il nous est donné d'examiner sous quelles conditions l'avenir se laisse appréhender aujourd'hui. Qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas de proposer aujourd'hui quelques nouvelles avenues pour les Québécois ou les Canadiens, mais bien davantage de circonscrire la situation morale et intellectuelle à partir de laquelle il nous est donné d'envisager l'avenir. Il peut paraître étrange d'invoquer un malaise à propos de l'intellectuel, alors même que l'idéal que représente celui-ci semble bien vivant parmi nous. Si les exigences de lucidité et de probité qu'il incarne ne sont plus liées comme autrefois à l'idée d'un progrès général de l'humanité, celle-ci n'en exerce pas moins un puissant attrait. Il importe aujourd'hui comme hier de débusquer la tromperie et l'erreur, que celle-ci soit du côté de ceux qui en appellent au progrès ou à la décadence présumée de notre civilisation.
L'intellectuel se veut être l'expression d'une conscience éveillée, c'est-à-dire attentive au mouvement réel des choses. Il est celui qui, au milieu de l'affairement général, cherche à penser l'événement qui constitue la vérité propre de l'époque. Depuis à tout le moins l'époque de Constant, que ce soit à gauche ou à droite, on s'accorde à reconnaître que l'histoire est irréversible et qu'il faut penser le présent dans sa singularité pour parvenir à définir la justice et les institutions qui la réaliseraient au mieux. C'est en tentant d'assumer cette fonction historique que les différentes générations d'intellectuels se sont distinguées. Si pour certains d'entre eux, l'essentiel fut d'achever la Révolution, pour d'autres, il s'est agi davantage d'en clore les possibilités. Sous la fascination exercée par l'idée de la singularité d'un présent à assumer, plusieurs en vinrent à croire qu'il était nécessaire d'aller bien au-delà de ces premiers bouleversements de l'ordre social et d'engager d'autres révolutions plus radicales encore. C'est par ce biais que la Révolution, qui a d'abord été un événement historique, a pu devenir un idéal politique, voire un programme pour nombre d'intellectuels de tous les horizons. Tout au long des 19e et 20e siècles, ils furent nombreux à dénoncer le cours présent des choses au nom d'un avenir idyllique ou bien encore d'une vision cauchemardesque des lendemains du monde. C'est dans ce contexte général qu'a pris forme, pour reprendre la belle expression de Claude Lefort, l'imaginaire de la crise. Avec la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire la victoire des démocraties libérales, cet imaginaire de la crise semble s'être affaissé. À tout le moins, les discours qu'il suscite ne captivent plus l'attention comme autrefois. Cette faiblesse de l'esprit de révolution résulte pour une part essentielle de l'expérience historique, du poids de l'expérience historique, poids qu'il a fallu considérable pour venir à bout de ces espérances qui résistèrent jusque-là à toute confrontation avec le réel. Toutes ces tentatives de révolution qui ont marqué le XXe siècle ont eu, il faut bien le reconnaître, la plupart du temps des effets proprement catastrophiques, si bien qu'on en est venu à douter qu'il soit possible de réformer la société en profondeur sans du même coup engager les pires dérives politiques. Jouer le jeu de l'intellectuel en cette fin de siècle, c'est donc tout autre chose que d'entreprendre de l'assumer à l'époque de Constant ou de Weber. L'expérience passée possède désormais un poids tel qu'elle rend toute naïveté impardonnable. Il est manifeste à regarder la scène intellectuelle, que ce soit ici ou ailleurs, que les nouvelles générations ont peine à s'élancer vers l'avenir avec la même légèreté que celles qui les ont précédées. Si ces dernières ont souffert d'un excès d'enthousiasme, dissimulant sous leurs rêves une part considérable de la réalité humaine, le risque paraît grand que les plus jeunes ne soient assaillis par un sentiment d'impuissance, les privant de toute appropriation du futur, leur imagination s'arrêtant à la frontière du présent. Voici quelques-unes des raisons pourquoi il y a malaise persistant autour de l'intellectuel. À celle-là s'ajoute le fait que la tâche des nouveaux intellectuels est rendue d'autant plus difficile qu'ils ont à l'assumer sous le regard à la fois bienveillant et désabusé, parfois condescendant et cynique de leurs prédécesseurs. Le doute dont ils sont l'objet est renforcé par l'attitude de certaines élites qui semblent s'être données pour unique projet de jouer les chiens de garde du monde intellectuel. Rivés à l'exigence critique, comme à une bouée au milieu de cette mer d'incertitude, certains consacrent tout leur talent à dévoiler l'étendue de nos impuissances. Contrairement aux époques précédentes, l'intellectuel ne jouit plus de l'appui unanime de ses pairs. S'il est vrai que la figure de l'intellectuel est apparue en vertu d'un certain contexte historique marqué par l'esprit de révolution, dès lors que l'idéal révolutionnaire a perdu son pouvoir de séduction, qu'il ne constitue plus une idée directrice, il faut se demander ce que devient l'intellectuel et quelle peut être sa tâche. J'aimerais formuler la question autrement. Si la fonction de l'intellectuel, depuis à tout le moins la Révolution française, consiste à définir la politique appropriée au temps présent, à partir non pas d'un passé reconnu pour sa valeur, mais d'un avenir désigné comme souhaitable, que devient celui-ci dès lors que nous demeurons déliés du passé, sans avoir toutefois d'emprise sur l'avenir?
Le risque paraît grand que l'intellectuel ne puisse survivre à ce que certains historiens ont commencé à désigner comme un repli général de la conscience commune sur le présent. Quand bien même l'avenir ne contiendrait pas autre chose qu'une répétition du présent, il demeure que le sens de ce présent fait encore problème. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a encore divergence sur la signification de notre époque. Certains voient en elle un accomplissement, d'autres jugent qu'elle comporte les pires menaces. C'est dans cet espace aux contours imprécis et changeants que l'intellectuel est appelé à prendre position. La responsabilité des intellectuels dans le conflit Québec-Canada. Je pourrais être mal compris. On pense bel et bien en certains milieux que les intellectuels et les politiciens, nationalistes, souverainistes, séparatistes, sont bel et bien responsables de la pérennité du conflit Québec-Canada. S'il y a enlisement, s'il y a impasse, ils en sont conjointement fautifs. Je n'ai pas en tête cette responsabilité-là. Je parle de l'autre. Ma tâche consiste à cerner les devoirs, les responsabilités des intellectuels dans un espace où l'imbroglio Québec-Canada conduit à un blocage, pour ne pas dire à une paralysie des institutions politiques. Donc, ma question est la suivante. Que peuvent faire, que doivent faire les intellectuels dans un tel contexte? Vous me permettrez d'abord de remercier l'Allier, l'Association des étudiants inscrits au cycle supérieur à l'Université Laval, d'organiser des rencontres comme celle d'aujourd'hui, où, dans un cadre agréable, il nous est possible, dans des conditions, jusqu'à présent en tout cas, de civilité et de tolérance, de discuter diverses questions fondamentales. Ce fut une des idées brillantes des dernières années à l'Université Laval que d'organiser quelque chose comme la chaire publique. Et donc, encore une fois, je pense qu'on doit en remercier l'Allier dans un contexte où, comme la plupart des gens ici rassemblés le savent, nous ne manquons pas de besoins en matière d'idées brillantes à l'Université Laval, à l'heure actuelle. Je dois dire que je suis aussi heureux et honoré de parler de ces choses-là avec mes collègues Daniel Jacques et Jocelyn Letourneau. L'un est philosophe, l'autre historien. Je reconnais en eux deux esprits libres qu'aucun despotisme légal, institutionnel, professionnel, méthodologique ou esthétique n'a réussi à inféoder. Je suis d'autant plus heureux de le faire aujourd'hui que nous célébrons ces jours-ci un grand événement, la fondation de la revue Argument, dont Daniel parlait tantôt. Donc, Daniel Jacques est le directeur de cette revue qui sort cette semaine et dont vous devriez entendre parler abondamment dans les prochains jours, les prochaines semaines. Un article d'ailleurs, un numéro au sein duquel Jocelyn Letourneau a un article sur la conscience historique des Québécois qui fait un certain nombre de rapprochements avec l'exposé de Daniel Jacques que vous venez d'entendre. Donc, voici pour la partie publicitaire de ma présentation. J'en arrive à l'essentiel pour moi. Sur le fond du conflit politique Québec-Canada, qui m'a beaucoup occupé en tant qu'intellectuel au cours des 10 dernières années, en tant que politologue. Un exercice de réflexion à la fois critique et autocritique. Que doivent faire les intellectuels d'abord? Par la suite, j'essaierai de faire un bilan des 3 dernières années. On a connu un référendum extrêmement important à la fin octobre 1995. Compte tenu des événements des 3 dernières années, qu'est-ce qu'un intellectuel qui essaie de s'exercer aux tâches parfois périlleuses de la vigilance critique peut-il dire sur les principales réalisations ou les principales omissions des uns et des autres, tant les souverainistes que les fédéralistes, au cours des 3 dernières années? Donc, essentiellement, c'est le programme que je voudrais suivre avec vous pour une quinzaine de minutes. Que doivent faire les intellectuels? Alors, je voudrais proposer 6 ou 7 possibilités. Très certainement, d'abord, comprendre. Essayer de comprendre, essayer d'analyser. La tâche de la compréhension, la tâche d'analyse des divers éléments de ce qu'on peut appeler le contentieux politique, constitutionnel Québec-Canada. Donc, la première tâche me semble être la tâche de la compréhension. Cette tâche-là, celle de la compréhension, de l'analyse, exige à la fois un travail théorique, un travail de réflexion sur des concepts fondamentaux. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que le libéralisme? Qu'est-ce que le nationalisme? Qu'est-ce que le fédéralisme?
Ce sont des idées extrêmement importantes, des doctrines fondamentales, et leur interprétation contemporaine, actualisée, me semble être une des premières tâches de l'universitaire, de l'intellectuel, qui s'exerce au devoir de la compréhension. Démarche théorique, démarche aussi historique, comprendre effectivement ce qui s'est produit dans la genèse, dans l'évolution de ce conflit-là. Répartir les torts, en général, quand les conflits pourrissent, quand les conflits s'enlisent, les torts, sans être répartis de manière réciproque à 50 %, les torts sont partagés dans les conflits qui pourrissent. Et la tâche de l'intellectuel, c'est incontestablement de rappeler cette répartition-là qui doit viser les uns et les autres. Ces derniers jours, par exemple, on a beaucoup entendu parler de l'anniversaire dans le contexte du rapatriement de la Constitution de 1981-82, des grandes négociations constitutionnelles qui avaient eu lieu à Ottawa dans la première semaine de novembre 1981. Et on m'a souvent associé à un courant selon lequel, effectivement, le gouvernement fédéral en général, M. Pierre Trudeau en particulier, avait des torts considérables. Et je ne renie absolument pas les écrits en question, sauf que si on lit le détail, par exemple, de mes travaux, on verra que je suis aussi très critique, très sévère envers la politique qui avait été menée à l'époque par exemple, des gens comme René Lévesque et Claude Morin. Donc, répartir les torts, comprendre les raisons historiques, les événements qui ont mené à l'impasse actuelle qu'on vit. Démarche théorique, démarche historique, mais aussi démarche comparative. Nous ne vivons pas sur une île, nous vivons dans un monde où des sociétés, des régimes politiques vivent des conflits semblables aux nôtres. Et la tâche de l'intellectuel consiste également à comparer les pommes avec les pommes, à être capable de mettre nos réalités en rapport avec ce qui peut se produire dans des sociétés qui vivent des conflits semblables, par exemple en Europe, des pays comme la Grande-Bretagne, comme la Belgique, comme l'Espagne. Donc, d'abord comprendre avec une démarche théorique, une démarche historique, une démarche comparative. Deuxième volet, me semble-t-il, de ces tâches-là de l'intellectuel, nourrir le dialogue, alimenter le dialogue entre les communautés intellectuelles. Donc, au Québec et au Canada, dans les milieux francophones et anglophones, une des principales tâches des intellectuels, quel que soit le degré de mauvaise foi présumée, d'amertume, d'acrimonie qui peuvent régner dans les milieux journalistiques, dans les milieux politiques, quel que soit le degré élevé de satanisation qui puisse exister entre les acteurs politiques, la tâche des intellectuels demeure celle de construire des ponts entre les communautés francophones et anglophones, et donc dans nos associations scientifiques, dans nos revues, dans nos congrès, contribuer finalement à faire en sorte que le dialogue se poursuive. Troisièmement, je parlais tantôt de satanisation, de démonisation. Les intellectuels doivent aussi, je crois, servir de vigile, rappeler aux gens que la rhétorique de la violence a un terme et que dans l'au-delà de la rhétorique de la violence, quand il cesse d'être possible de crier plus fort, eh bien, l'étape suivante, dans l'au-delà de la rhétorique de la violence, c'est la politique de la violence. Et rappeler que, bien que notre situation ne soit pas semblable, que l'on ne puisse pas reprendre mécaniquement les scénarios terribles qui ont mené à des guerres civiles au 20e siècle dans des endroits comme l'Espagne ou l'Irlande. Néanmoins, la tâche de l'intellectuel dans notre contexte, et là je télescope un peu mon analyse, c'est de rappeler que ces 3 dernières années, nous nous sommes rapprochés du terme de la rhétorique de la violence, dans l'hystérie collective qui s'est emparée, par exemple, de la presse canadienne anglaise, dans la politique de la satanisation qui a visé des acteurs comme Lucien Bouchard et Stéphane Dion, dans les caricatures, dans les journaux, etc. Donc, comprendre, donc nourrir le dialogue, donc aussi parfois servir de vigile. Également, on peut penser, dans un contexte où des impasses politiques règnent, que la tâche des intellectuels, ça peut être d'essayer d'imaginer des concessions réciproques que les acteurs pourraient faire. Les acteurs, entre autres,
essentiellement la plupart du temps, restent dans leur ronron doctrinaire, ne peuvent pas publiquement dire ce que pratiquement en privé ils seraient capables de faire, c'est-à-dire définir le terrain de concession. Ce travail-là doit peut-être être fait par des intellectuels, publiquement, ayant la confiance des acteurs de part et d'autre, pour préparer le terrain à ce qui pourra être un jour, si des conditions politiques sont réunies, un véritable dialogue politique fondé sur la bonne foi des uns et des autres, assis autour de la même table, comme cela a pu être fait, par exemple, en 1998, dans le cas de l'Irlande du Nord. Alors, si tant que par vigilance critique, on entend cette nécessité éthique pour tout intellectuel, que tout intellectuel a par rapport à son objet d'étude, de prendre une certaine distance pour établir et assumer sa fonction savante, la question, elle est vite réglée. L'intellectuel a pour devoir de respecter les canons de l'entreprise scientifique et de s'assurer que ce qui détermine sa quête de compréhension est la recherche d'une position d'objectivité fondée sur la raison communicationnelle. Sans recherche de cette position d'objectivité, la boîte de Pandore des relativismes de toute nature est ouverte. Or, l'on doit savoir que le relativisme peut être également l'expression d'une forme d'intolérance à l'autre. Le relativisme, surtout s'il n'est limité par aucune conscience morale de celui qui le pratique, mène inéluctablement au repli sur soi. Il est l'antithèse du dialogue et donc de la vigilance critique conçue comme un mode d'interaction responsable avec son objet, dans la présence des autres et compte tenu des circonstances et des contingences du moment. En fait, aborder la question de la vigilance critique de l'intellectuel, c'est d'abord et avant tout poser le problème de sa responsabilité civique et scientifique. Fondre dans une explication, une interprétation ou une narration porteuse l'idée de responsabilité scientifique et civique, c'est découvrir un mode d'accès bien heureux à ce qui s'appelle l'humanisme. L'humanisme n'est pas une quête utopique de transcendance fondée sur l'atteinte d'une vaine position de neutralité. L'humanisme est tout à la fois l'expression et le résultat possible d'une démarche dialogique de réciprocité, de reconnaissance et de réconciliation avec l'autre qui rend possible une victoire de la bonté inhérente au genre humain sur la nocivité qu'il produit aussi. Si l'on admet que définir la vigilance critique de l'intellectuel, c'est poser la question de sa responsabilité scientifique et civique, non pas in abstracto, mais en regard de contexte politique précis, le problème qui nous occupe devient celui-ci. Comment aborder le problème du rôle de l'intellectuel dans le cas spécifique du Québec, un Québec dont on dit qu'il est le lieu d'être d'une culture fragile et précaire, empêchée de s'épanouir et toujours inaccomplie? Il n'y a pas de réponse simple à cette question philosophiquement complexe et politiquement délicate. Le débat tapageur qui a eu lieu il y a 2 ans, dans les pages du journal Le Devoir, où d'un côté, l'on décriait le fait que les intellectuels québécois pratiquaient apparemment une espèce d'ethnologique animée par le ressentiment soft, et où de l'autre côté, l'on répondait que, par devoir de mémoire et par nécessité devant l'avenir, l'intellectuel d'ici devait porter son pays comme un enfant, a donné lieu à un dialogue de sourds qui n'a remué que de la petitesse intellectuelle bientôt pétrifiée en acrimonie fâcheuse. Il m'est impossible, dans le temps qui me reste, d'étayer une argumentation subtile et nuancée sur le mode de vigilance critique qui devrait être celui de l'intellectuel québécois en regard du Québec. On me pardonnera donc mes petites et mes grosses offenses. Je me lance tout de même. L'intellectuel québécois qui, se rattachant par la mémoire, par le vécu
ou par le vouloir au Québec français et qui en a fait son objet d'étude, n'existe pas dans un hors-lieu ni ne réfléchit dans un vacuum politique. Cet intellectuel est au contraire soumis à de nombreuses interpellations, actives ou passives, émanant ou provenant de sa culture d'appartenance, de ceux et celles qu'il appellera, que l'on nommera les siens. La plus pressante, la plus puissante et la plus profonde de ces interpellations l'oblige à effectuer un choix fondamental qui n'enraye pas sa capacité critique, mais la recentre dans la ligne épistémique tracée par l'existence et l'espoir de perdurer d'une culture et d'une communauté politique, soit celle du Québec. Ce choix fondamental se pose de la façon suivante. Réfléchir à partir du Québec et bâtir un corpus de connaissances qui se situe dans la problématique d'une culture, c'est-à-dire qui légitime, qui refonde et qui réactualise continuellement cette culture comme entité pensable, sensée et accumulative. Ou sortir de cette problématique avec le risque malheureux que la culture, cessant d'être mise en sens dans ses figures reconnaissables, s'étiole, se désenchante d'elle-même, se disperse et, à terme, disparaisse. J'espère que l'on comprend bien ma position. Je n'associe nullement la pensée québécoise à quelque idéologie de ressentiment. Je dis seulement que cette pensée, lorsqu'on la saisit dans ses fondements et logiques épistémiques, est comme mobilisée par une urgence, celle d'accompagner, de justifier parfois, une demande de reconnaissance collective enracinée dans la mélancolie d'une fondation manquée et dans l'utopie d'une refondation que l'on voudrait enfin réussir. En clair, c'est comme si au Québec, comme dans le cas de bien d'autres petites nations, sinon de grandes, la mémoire et l'espoir apparaissaient au commencement de la méthode. Dans ces conditions, comme plusieurs l'ont dit, l'intellectuel québécois n'aurait pas le choix. Sa responsabilité scientifique et civique serait en pratique indissociable d'une vigilance nationaliste. Cette vigilance nationaliste ne serait évidemment pas l'expression d'une connivence sectaire. Elle participerait plutôt, compte tenu de la fragilité et de la précarité de la culture du Québec français, d'une éthique de la persistance et de la transcendance du groupement. Dans le cas du Québec français, la vigilance nationaliste serait au fond un acte de dissidence contre la perte des raisons communes. Elle serait de même responsabilisation des héritiers envers les ancêtres et la descendance, soit ferment de continuité et de réactivation continuelle du groupement dans et contre le tourbillon du changement amnésique, éphémère et aliénant. La citation suivante, tirée de l'ouvrage de Serge Quentin intitulé « Ce pays comme un enfant », traduit bien cette position. Quentin dit « À la limite, je dirais qu'au Québec, on ne choisit pas d'être nationaliste. On l'est par nécessité, celle que commande l'avenir de soi d'une nation à laquelle on se sait appartenir et dont on se reconnaît débiteur, nation qu'il faudrait être aveugle ou de mauvaise foi pour prétendre qu'elle n'est pas menacée. Nationaliste, on l'est donc aussi, n'ayons pas peur du mot, par devoir, celui que les morts imposent aux vivants de se réapproprier quelque chose de ce qu'ils ont senti afin de rendre un peu intelligible ce qu'ils ont vécu, selon la belle formule de Fernand Dumont. Ce propos s'inscrit en fait, de mon point de vue, dans la même lignée épistémique que l'admonestation publique que Michel Brunet avait servi à Maurice Lamontagne en 1954, après que celui-ci ait publié un ouvrage remarqué sur le fédéralisme canadien. Sur les ondes de la radio de Radio-Canada,
Brunet avait lancé cette phrase déchirante qui désespère complètement celui qui la reçoit. Le plus grave reproche qu'on puisse adresser à M. Lamontagne, c'est d'avoir oublié qu'il est un Canadien français du Québec. En clair, selon Brunet, faute d'assumer son appartenance à un groupe et faute d'exercer sa vigilance nationaliste, l'intellectuel franco-québécois se situe hors la problématique du groupement auquel il est lié comme producteur de sens. Pis encore, cet intellectuel fait courir le risque à sa culture de dériver dans un lieu, ou plutôt dans un hors-lieu, au sein duquel cette culture est littéralement en situation de péril. Si en effet l'intellectuel se refuse à construire la connaissance rendant possible l'existence et la transcendance de la culture dont il est l'interface langagière, non seulement disparaît-il dans le vide qu'il a malheureusement conceptualisé, comme aspiré dans un espace sans horizon et sans mémoire, mais il manque à son devoir éthique et moral de produire du sens qui permette aux siens de perdurer dans le rappel et dans la projection d'eux-mêmes. Car la connaissance n'est pas une entreprise idéaliste ni abstraite. Elle est, comme Fernand Dumont l'a rappelé maintes fois, l'une des matières premières permettant d'édifier le lieu de l'homme comme distance et mémoire. Construire une connaissance inappropriée du point de vue des conditions nécessaires à l'élévation du lieu de l'homme, par exemple, construire un savoir délié des impératifs de transcendance du Québec français comme culture, c'est en quelque sorte fabriquer de l'antimatière, c'est ouvrir le néant comme perspective. Une finalité, il faut bien l'avouer, difficilement acceptable, car destructrice d'espoir, car destructrice du lieu, du lien et du groupe. Dans le cas du Québec, la vigilance critique prendrait donc obligatoirement la forme d'une vigilance nationaliste, envisagée comme acte de solidarité des intellectuels avec le peuple contre la dérive ou l'enlisement du groupement dans l'abstraction de l'histoire. Voici une position que je puis comprendre. Une position toutefois qui m'insatisfait parce qu'elle est sujette à bien des glissements et parce qu'elle n'est peut-être pas la plus féconde pour envisager le processus de réflexivité et de narration supposé par l'appartenance de l'intellectuel à une culture. Aussi est-il important de s'interroger sur la possibilité d'autres postures. Existe-t-il une alternative à l'interpellation nationaliste qui marque l'intellectuel dans le cas des petits groupements? Si oui, comment peut-on se soustraire à la sirène de l'appartenance? Comment peut-on déthématiser le cas échéant les figures identitaires d'un groupe sans par ailleurs nier sa responsabilité en tant qu'intellectuel de contribuer à l'édification d'une conscience collective qui soit libératrice pour les siens? S'il n'existe pas d'alternative satisfaisante à l'interpellation nationaliste dans le cas des petits groupements, comment peut-on être intellectuel nationaliste et en même temps s'exiler d'une tradition de pensée pour contribuer à l'édification d'une conscience historique émancipée et libérée du groupe? Je n'ai évidemment pas de réponse définitive à ces questions. J'estime tout simplement poser le problème sur un mode compréhensif qui permet, me semble-t-il, de faire avancer le débat, ou en tout cas d'extirper ce débat de la polarité vicieuse dans laquelle il semble continuellement pris chaque fois que l'on aborde la question du rapport des intellectuels québécois à la cité québécoise. Alors, je vous remercie d'abord pour ce que vous venez de nous dire. Je trouve ça vraiment très intéressant. Mais je reste sur ma faim sur deux aspects et j'aimerais savoir chacun vos commentaires sur ces deux questions qui sont assez difficiles. Alors, vous ferez de votre mieux. Est-ce que vous vous considérez intellectuel et scientifique ou intellectuel seulement? Puis ensuite, pour ce qui est de la question de redéfinir l'identité québécoise, deux des jeunes intellectuels en ont parlé. On sait que traditionnellement, les intellectuels québécois ont renié une grande part de l'américanité des Québécois
Et c'est une nouvelle tendance intellectuelle qui est en train là, de changer, en particulier chez les jeunes intellectuels. Alors, j'aimerais ça savoir si, comme intellectuels, vos modèles sont surtout européens ou américains, que ce soit l'Amérique latine ou l'ensemble du continent nord-américain. Et puis, comme intellectuels québécois, si vous voyez une différence par rapport aux intellectuels canadiens-anglais, je sais que Guy Laforêt a beaucoup de liens avec le Canada anglais, et aussi par rapport aux intellectuels d'Amérique du Nord, surtout nos amis états-uniens, là. Si vous voyez des différences comme intellectuels québécois par rapport aux intellectuels de ces deux autres parties de notre continent. Voilà. Intellectuels et scientifiques. Je vais tenter de vous répondre en vous reprenant, en gros, le thème d'une conférence que Vincent Lemieux avait faite à un congrès de politologues il y a quelques années. Et donc, en gros, ma réponse, c'est les deux. Bien sûr, au moins sur le plan de l'idéal, la tentative, c'est d'être à la fois un intellectuel et aussi quelqu'un qui essaie de faire un travail scientifique en tant que politologue. Les deux en même temps, comme essayer d'être en même temps, selon l'expression de Vincent Lemieux, expert et savant, il y a des difficultés particulières à vouloir être les deux en même temps. C'est vrai pour le rapport entre l'intellectuel et le ou la scientifique. C'est vrai aussi dans les rapports entre l'expert et le savant. Dans le cas de Vincent Lemieux, il faisait ça notamment au moment du référendum sur l'accord de Charlottetown, pendant une période où les politologues au Canada, pendant 2-3 ans, avaient été obnubilés par les questions constitutionnelles et où beaucoup de gens avaient travaillé comme experts pour différents gouvernements, différentes associations, etc. Vincent Lemieux avait rappelé qu'on peut être expert et savant sur l'ensemble d'une carrière, mais que quand on essaie d'être à la fois expert et savant pendant 5 ou 6 ans, bien, il y a bien des chances que l'expert va l'emporter sur le savant, puis que le savant va négliger son travail, son œuvre, etc. C'est sûr que dans les rapports entre l'intellectuel et le scientifique, ça peut jouer aussi. Je n'ai pas de réponse parfaite. Il est tout à fait plausible que, en considérant que ça fait partie des devoirs d'une personne d'être un intellectuel, que ça ait des répercussions négatives sur la vie scientifique. C'est tout à fait possible. Il y a des problèmes à concilier les deux. C'est incontestable. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur la première réponse, la première question. Je sais pas. Oui, bien, une remarque rapide sur la question qui est assez complexe, peut-être une remarque qui va rester en surface. Effectivement, tout le monde fait l'expérience de la difficulté qu'il peut y avoir à être à la fois intellectuel et poursuivre un travail scientifique. C'est peut-être d'autant plus compliqué qu'on vit dans un contexte où la science se consacre exclusivement à la compréhension, à la définition de ce qui est réel, alors que finalement, pour être un intellectuel, il faut arriver à définir des objectifs souhaitables, des idéaux, c'est-à-dire finalement de s'introduire dans le monde qui est normatif, non plus simplement descriptif. Et je pense que la situation de l'intellectuel, elle est éminemment problématique depuis l'origine, parce que la science, c'est en grande partie, la science moderne, c'est en grande partie fondée sur cette séparation entre le monde normatif et le monde, que je dirais, descriptif, pour ainsi dire, ou les deux. Et il me semble que, justement, la jonglerie qui est propre du travail de l'intellectuel, c'est d'essayer de créer des ponts, en quelque sorte. Et ces ponts-là sont toujours changeants et fragiles. C'est une réponse un peu vague que je vous donne là, mais il me semble qu'effectivement, on s'aperçoit aussi progressivement qu'il est impossible de s'en tenir à une position de pure objectivité en sciences humaines. Et c'est peut-être pourquoi, par exemple, la philosophie politique a reconquis une part du terrain qu'elle avait perdu. Parce que précisément, le propre de la philosophie politique, c'est d'essayer de garder en lien ces deux aspects. Être à la fois capable de définir un idéal sans perdre de vue la capacité de discerner ce qui se présente dans la réalité. Même qu'à la limite, le projet de la philosophie politique, c'est qu'il est impossible de rendre compte de la réalité sans porter en soi un certain idéal. Alors, il y a une tension perpétuelle, mais, me semble-t-il, c'est une tension qu'on peut dépasser.
en essayant de comprendre comment, justement, cette tâche pour définir un objectif commun, un projet, n'est pas simplement un obstacle à la compréhension du réel, mais ouvre le réel, nous permet de le comprendre. Et peut-être de ce côté que je verrais une possibilité de réconciliation. Bon, écoutez, votre question est fort intéressante et pertinente, et elle appellerait normalement une réponse subtile. Oui, mais je ne pourrais pas la faire parce que j'ai pas le temps. Mais moi, je m'en tiens d'une part à l'idée selon laquelle, à mon avis, l'intellectuel doit en tout temps rechercher ce que j'appelle une position d'objectivité qui est fondée sur la raison communicationnelle, à savoir que cette position d'objectivité n'existe pas en l'air, dans une espèce de vacuum intellectuel, mais est obtenue sur la base d'un dialogue continuel avec un maximum d'autres individus. D'une part. Cela dit, l'intellectuel est aussi un producteur de sens, c'est-à-dire que nécessairement le sens qu'il produit l'amène à établir un lien immédiat, à mon avis, avec une société, une collectivité, une communauté au sein de laquelle il s'inscrit. Et à mon avis, son mandat, son devoir, son obligation civique, peut-être, un peu dans le sens de ce que Laforêt disait tout à l'heure, est d'essayer de développer ce que j'appelle une narration porteuse, c'est-à-dire qui ouvre à l'avenir, qui voit des possibilités de réconciliation ou qui, comment dire, capitalise sur le capital de bonté précisément amassé par le genre humain et permet d'établir une certaine distanciation avec ce que j'appelle la nocivité. Il faudrait que je prenne beaucoup plus de temps pour définir ce que j'appelle capital de bonté et puis capital de nocivité, si vous voulez, mais ça me semble être un peu ma position là-dessus. Pour ce qui est de l'américanité, il y a un point intéressant à faire ressortir là-dessus, c'est-à-dire que l'américanité, elle a toujours été vécue au ras des pratiques par la population québécoise depuis très longtemps, depuis les tout débuts. Mais cette américanité constitutive de leur identité, de leur pratique, de leur représentation de soi-même, elle a été en quelque sorte niée, notamment par ceux que j'appelle les grands intellectuels, c'est-à-dire ceux qui, dans le temps, ont bâti la référence collective, la référence nationale. Au contraire, ont énormément mis d'emphase, si vous voulez, sur le lien européaniste, définissant parfois, j'irais jusqu'à dire presque méchamment, la culture québécoise comme étant une extension blême de la culture européenne en Amérique du Nord. Alors que pour le moment, on est en train de revenir systématiquement sur cette représentation, si vous voulez, et on redécouvre apparemment notre américanité constitutive. Cela dit, il faut voir à quel point cette idée d'américanité, si vous voulez, est littéralement récupérée au profit d'une représentation de nous-mêmes en tant que collectivité fondatrice, c'est-à-dire qui renaît en Amérique du Nord, qui se sépare donc de ses assises ou de son héritage européen et qui s'impose elle-même comme culture au sein d'un territoire. Et enfin, je ne développerai pas l'idée, là, mais on peut voir à quel point cette façon que l'on a maintenant de voir l'américanité constitutive de l'identité québécoise est intimement liée, je dirais, au projet de révision c'est-à-dire, oui, à l'entreprise de révision du projet collectif des Québécois comme étant un projet fondé civiquement et non pas ethniquement, etc., etc. Alors, il y a des conséquences ou des liens éminemment politiques, dans le sens noble du terme, si vous voulez, entre cette thèse de l'américanité, du recommencement collectif, de la refondation d'une culture et donc, des liens entre donc une entreprise politique, si vous voulez, noble, et cette thèse scientifique. Brièvement sur l'américanité, et puis une interpellation en gros à partir du même thème du travail de mon collègue Letourneau. Sur l'américanité, c'est évident que l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique, et ses tentatives d'élargissement, on sent que l'américanité, en fait, la panaméricanité va être un thème porteur du 21e siècle. Vous allez au Mexique, par exemple, et vous découvrez depuis 5 ou 6 ans un intérêt absolument remarquable pour la politique au Québec et au Canada, pour la vie intellectuelle, pour la culture. Donc, on sent que nul n'ait les clés de la compréhension de ce qui va être l'élargissement au culturel et au politique d'une coopération qui en est présentement cantonnée à la sphère économique entre ces 3 pays que sont le Canada, les États-Unis et le Mexique. On sent la force de ce vent-là, un vent de panaméricanité,
qui va être aussi, à un moment donné, un élargissement de la sphère de la solidarité. Il était question en début de la séance de la crise des derniers jours en Amérique centrale. C'est clair que sur le plan des politiques sociales, des politiques de redistribution, dans le discours de la panaméricanité, à un moment donné, va se poser ce thème-là, cette problématique-là de l'élargissement de la sphère de la solidarité. Suite à la question de Mme Lizotte à propos des intellectuels canadiens-anglais et de notre commune américanité, j'infléchirais un peu votre question pour faire la remarque suivante, notamment en ce qui a trait à ce que Jocelyn Letourneau appelait l'interpellation nationaliste. Donc, dans le fond, dans son propre travail critique à l'intérieur de l'historiographie québécoise, et d'un travail extrêmement critique et tout à fait iconoclaste. Donc, Jocelyn Letourneau invite les intellectuels québécois d'aujourd'hui et de demain à sortir de ce qu'il appelle l'interprétation nationaliste. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au même moment, le paradigme dominant, qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que c'est le seul discours, mais au même moment, dans la vie intellectuelle canadienne-anglaise, le discours dominant, c'est la tentative de river les Québécois dans l'interpellation nationaliste. C'est-à-dire que le discours dominant présentement en sciences sociales dans la communauté anglophone au Canada, c'est le discours d'une dichotomie extrêmement rigoureuse, stricte, entre nationalisme civique et nationalisme ethnique. Et dans ce discours dichotomique, les Québécois sont en quelque sorte rivés, prisonniers d'un nationalisme ethnique qui peut être défini par des gens comme tantôt Ramsey Cook, tantôt Michael Bliss, tantôt Michael Ignatieff. Je vous présente la caricature la plus incroyable de cette littérature-là pour que vous la compreniez bien. Dans son dernier ouvrage, dans la deuxième édition de son dernier ouvrage, Ramsey Cook dit, entre autres, « Il faut être avec Nelson Mandela et la nation civique contre Radovan Karadzic, le Serbe, et la nation ethnique. » Et en gros, il faut bien sûr être avec la conception canadienne de la nation, qui est proche de celle de Nelson Mandela, plutôt qu'être avec la conception québécoise, qu'elle soit celle de Laurendeau, de Bouchard ou d'autres, qui, elle, ressemble beaucoup plus à celle de Radovan Karadzic, dixit Ramsey Cook. Donc, vous comprendrez que ce type de simplification-là, ce type de discours déterministe qui est presque aussi téléologique, finalement, que ce que Jocelyn Letourneau trouve dans l'interpellation nationaliste, il me semble que c'est aussi notre devoir, présentement, de dire que le discours dominant qui règne présentement dans la littérature canadienne-anglaise en sciences sociales, c'est le discours qui dit, en gros, les Québécois sont dans le nationalisme ethnique et, en tant que communauté politique, ils n'ont pas la force d'en sortir par eux-mêmes. Alors, ce discours-là, me semble-t-il, interpelle l'historiographie québécoise contemporaine qui ne peut pas ne pas en tenir compte dans sa compréhension générale de notre réalité. Alors, ma question s'adresse à M. Letourneau, mais les autres pourront réagir à leur guise. Quand vous parlez, M. Letourneau, d'une vigilance nationaliste québécoise, okay, est-ce que vous croyez que cette vigilance nationaliste québécoise peut tout aussi bien s'exercer, s'exprimer dans une vision souverainiste de l'avenir du Québec et aussi, également, dans une vision fédéraliste de l'avenir du Québec, ou si vous croyez que l'une de ces deux visions est un terreau plus fertile pour l'expression, disons, d'une telle vigilance nationaliste québécoise? Bon, d'abord, moi, je voudrais faire une mise au point. Je n'ai pas parlé d'interprétation nationaliste, j'ai parlé d'interpellation nationaliste. À mon avis, l'interprétation nationaliste, on peut en sortir très facilement. Il s'agit tout simplement de revoir le passé autrement. Et Ramsey Cook est certainement un excellent exemple de celui qui voit le passé autrement que dans le cadre d'une interprétation nationaliste centrée sur le Québec. Enfin, il voit l'histoire du Canada probablement sur la base d'une interprétation nationaliste centrée sur l'expérience canadienne et pas québécoise. L'interpellation nationaliste, elle est, à mon avis, inévitable. Dumont disait que le lien, enfin, que le sentiment d'appartenance est quelque chose de magique.
je pense que l'interpellation nationaliste, c'est-à-dire cette sollicitation, cette mobilisation qui vient du fait que l'on appartient à une culture et que l'on n'existe pas dans un espace strictement froid, technocratique et civique, est incontournable. Or, comment donner forme à cette interpellation nationaliste de telle manière que l'avenir, bien davantage que le passé, soit le phare vers lequel on se dirige? Et cette articulation, si vous voulez, entre l'héritage du passé et la donne d'avenir est précisément, à mon avis, ce qui est particulièrement difficile à établir. D'où le rôle absolument primordial des intellectuels et, de mon point de vue, des historiens, mais historiens envisagés dans un sens extrêmement large, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à l'expérience historique d'un groupe. Donc, un historien, par définition, si vous voulez, ou un intellectuel qui s'intéresse à l'histoire, est en quelque sorte un pédagogue, un relayeur, un opérateur de transmission qui joue un rôle fondamental entre la perte et le gain de sens. Donc, enfin, je ne développerai pas davantage, mais pour faire ressortir à quel point l'intellectuel, comme narrateur, comme grand interprétant, joue un rôle extrêmement important, si vous voulez, dans une espèce de réconciliation en fonction de l'avenir, bien davantage qu'en fonction du passé, mais sans nier non plus le fait que l'on vienne de quelque part. Bon, vision souverainiste, vision fédéraliste, autre, en fait, mon propos ne visait pas du tout à toucher à ces questions, si vous voulez. Par nationalisme, moi, j'entends, ou interpellation nationaliste, c'est-à-dire cette sollicitation, cette mobilisation qui vient du fait que l'on est partie prenante d'une culture, que l'on joue un rôle de producteur de sens par rapport à cette culture. Or, le défi, si vous voulez, qui est particulièrement grand pour un intellectuel est le suivant. Si l'on décide d'être particulièrement critique par rapport à cette culture et de ne pas la raconter de telle manière que cette culture se reconnaisse continuellement, donc si on se met en posture d'impenser cette culture, bien cette culture, on ne lui donne plus les moyens de se reconnaître et donc on lui donne peut-être, je dirais, les instruments pour se disperser et donc pour cesser d'être. Donc, comment négocier, si vous voulez, cette interpellation nationaliste? Comment lui donner une forme de telle manière qu'on puisse à la fois être dans une position de critique par rapport à cette culture, par rapport à cette nation, et en même temps lui donner les moyens de se transcender, c'est-à-dire de se dépasser, c'est-à-dire d'avancer? Alors là, je n'ai pas insisté là-dessus beaucoup dans le papier, mais à mon avis, moi, le concept d'américanité, par exemple, ne sera pas précisément le concept qui sera porteur au 21e siècle. Je mettrais beaucoup plus d'emphase sur le concept d'ambivalence d'être. Et être, je l'écris au pluriel. Au pluriel. Ça veut dire qu'il y a une incongruité là, entre un verbe intransitif ou transitif, je ne me rappelle jamais des règles primaires de ma grand-mère, si vous voulez, et le fait qu'on puisse accoler un S à ce être. C'est impensable en langue française, mais je m'excuse, il va falloir le penser, le théoriser et le conceptualiser. Et c'est précisément ça, à mon avis, le défi de la génération intellectuelle, bon, à laquelle j'appartiens un petit peu, si vous voulez, donc de sortir de cette espèce de paradigme qui veut qu'on ait été continuellement empêché d'être. Hein? L'idée d'américanité, par exemple, dans les travaux d'un des historiens les plus remarqués de sa génération, j'entends Gérard Bouchard, reste intimement lié à cette idée selon laquelle on a été empêché d'être. Hein, c'était encore, à mon avis, le grand discours, mais subtilement agencé cette fois-là, du misérabilisme, hein, de la misère et de la pauvreté éternelle des Québécois. Moi, personnellement, j'en ai assez de ce discours, de cette représentation de nous-mêmes. Alors, revoyons l'histoire autrement, si vous voulez, sans tricher sur l'histoire. Hein? La quête d'objectivité scientifique est extrêmement importante pour moi, mais précisément, l'histoire est un matériau, un terreau tellement complexe qu'il y a prise pour plusieurs interprétations, pour plusieurs visions, qui ne trichent jamais sur la réalité complexe de cette histoire, mais qui permettent justement de l'envisager autrement qu'à travers, par exemple, dans le cas qui nous occupe, l'idée de misère et de pauvreté, d'empêchement d'être et toute la litanie qui en suit, si vous voulez. Oui, je reviendrai peut-être sur la question de l'américanité. En un certain sens, on pourrait dire que cette insistance qui est portée à notre appartenance à l'Amérique, ça répond à une certaine... c'est une nouvelle façon de répondre à cette interpellation nationaliste, peut-être. Pendant des années, il y a eu une espèce de surcharge, une surinsistance, je dirais, sur le lien qui nous unit à la France. Et cette insistance
comment je dirais, répété pendant très longtemps du lien qui unit le Québec à la France, a, comment je dirais, dissimulé de nombreux malentendus. Et peut-être que mettre l'accent sur l'américanité, ça permet peut-être de ressaisir à nouveau ce caractère problématique de notre relation à l'Europe et à la France. Et je pense que ça fait partie de ce travail de redéfinition de soi auquel, bon, on participe de différentes façons. Moi aussi, j'hésiterais à croire, par contre, que ce soit véritablement la voie de l'avenir. Je pense que dans le contexte actuel, c'est très bien de tout à coup faire un contrepoids à une certaine lecture qui a été trop dominante et de marquer certains points, comment je dirais, aveugles en insistant sur l'américanité. Mais je ne crois pas que ce soit là une solution. Et vous avez parlé au début de modèles, à quel modèle on pourrait se référer. Mais peut-être que la tâche, justement, c'est d'arrêter, en quelque sorte, d'importer des modèles et de comprendre que l'interpellation nationaliste, ici, ce n'est pas simplement un mur, un obstacle à l'objectivité, mais que ça constitue, comment je dirais, l'amorce d'une pensée qui pourrait révéler certains aspects de la réalité d'ici comme la réalité moderne, qui sont peut-être moins bien compris, justement, ailleurs. Alors, importer les modèles étrangers, ça me semble être au contraire aller à contre-courant de ce travail. Et c'est tout à fait l'inverse. Évidemment, toute la question de savoir répondre avec intelligence et en respectant les exigences du travail du savant ou de l'intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut répondre à cette interpellation, mais comment, jusqu'où, sous quel mode, tout ça reste évidemment à définir. Cette conférence, présentée en novembre 1998 à l'Université Laval à Sainte-Foy, est une production de l'Allier. Ne manquez pas la prochaine édition de cette série sur les ondes de Canal Savoir.